De la taïga, l'immense forêt de conifères d'Asie, nous sont parvenues, il y a quelques décennies, des rumeurs stupéfiantes. Des chasseurs auraient relevé, dans la région du fleuve Amour, des traces de pas énormes. Après avoir suivi cette piste, ils auraient même aperçu les colosses responsables de ces traces. C'étaient des éléphants velus, des mammouths. La rencontre de tels animaux présumés disparus produirait à coup sûr dans un safari une panique assez semblable à celle à laquelle nous fait assister ce film d'aventure américain. Ce qui est troublant dans le récit des chasseurs qui prétendent avoir vu des mammouths vivants, c'est qu'ils situent ceux-ci non dans le décor de toundra glacée où l'on représente en général ce genre d'animaux, mais dans un cadre forestier plus tempéré. Or, des travaux soviétiques récents ont établi que le mammouth vivait en fait au sein de forêts clairsemées dans un climat beaucoup plus doux qu'on ne l'imaginait. Un mystificateur n'aurait-il pas choisi pour ces mammouths le cadre classique mais faux d'un champ de neige? Si le mammouth est toujours associé à un décor hivernal, c'est à cause des circonstances qui ont entouré sa découverte en chair et en os. Nous allons en trouver la preuve tangible au musée zoologique de Leningrad. Le mammouth que vous voyez ici n'est pas dû à un artifice cinématographique. Il a bel et bien été trouvé en chair et en os comme ceci, en 1901, en Sibérie, dans les boues glacées des rivages de la Berezovka. Ce n'était pas la première fois qu'on faisait une découverte de ce genre, et ce ne sera pas la dernière. Actuellement, on a trouvé, en tout et pour tout, 39 mammouths en bon état de conservation en Sibérie. C'est une affaire très compliquée, alors je vous propose de l'examiner chronologiquement. En fait, on fait le trafic de l'ivoire de mammouth en Europe depuis l'Antiquité. Cela, nous le savons grâce à Pline l'Ancien qui savait à peu près tout. Mais les gens ne s'étonnaient pas de voir de l'ivoire venir du Nord, ce qui était extraordinaire, puisque les éléphants vivaient en Afrique et en Asie. Et s'ils ne s'en étonnaient pas, c'est parce que c'était les Arabes qui faisaient ce trafic, alors ils croyaient que les Arabes les avaient ramenés des pays chauds. Cet ivoire, en réalité, se trouvait en Sibérie. Mais, d'après les populations locales, de quel animal provenait-il? Eh bien, d'un bout à l'autre de l'Asie septentrionale, les indigènes croient à l'existence d'une sorte de taupe gigantesque qui creuse des souterrains au moyen de 2 dents énormes. Les Chinois l'appellent la souris cachée, les Mandchous le rat de la glace. On croit qu'il meurt quand il arrive à la lumière. L'animal en question, les Esquimaux se le représentent différemment. Ils croient qu'il a ses défenses sur le dessus de la tête et le tiennent donc pour une sorte de renne, l'animal le plus ressemblant qu'ils connaissent. On ignorait tout cela en Europe quand on rapporta au XVIIe siècle qu'il se trouvait en Sibérie des amoncellements de défenses d'ivoire qui se vendaient sur les marchés et qu'on attribuait à un animal appelé mamont, c'est-à-dire celui qui vit sous la terre. Un éléphant à mœurs de taupe? Possible, dit-on. Il devait s'agir d'une confusion avec le morse, ce gros phoque à défense d'éléphant qui pullule sur les rivages de l'océan glacial. L'affaire en est là, quand un noble suédois, le baron Kag, fait prisonnier par les Russes, recueille des rumeurs sur l'existence en Sibérie d'une vache énorme à cornes spiralées. Personne ne croit bien entendu à cette super vache. Puis, tout se complique par l'irruption inopinée de l'hippopotame dans cette histoire. Envoyé sur les lieux par Pierre le Grand, le zoologiste allemand Messerschmitt a trouvé un mammouth congelé et, frappé par sa grosseur, il a porté ce diagnostic zoologique surprenant: ce doit être le béhémoth de la Bible. Or, nous savons à présent que le béhémoth est en réalité l'hippopotame. L'entrée en scène du rhinocéros laineux est plus compréhensible. Des années plus tard, la Grande Catherine, en effet, a envoyé en Sibérie un autre zoologiste allemand, Peter Simon Pallas. Celui-ci, par chance, mais par malchance pour notre histoire, découvre dans la boue glacée un de ces rhinocéros disparus en bon état de conservation, avec sa peau et ses poils. Il se dit, c'est évidemment là le mammouth de la légende. Le mammouth est donc un rhinocéros. Voici donc notre pauvre mammouth, considéré successivement comme une taupe, un rat des glaces, disent les autres, une souris, un renne, un morse, un hippopotame et un rhinocéros. La confusion était à son comble. À cette époque, en Europe, la paléontologie fait ses premiers pas. Et Johann Friedrich Blumenbach
porte enfin un diagnostic précis sur des ossements d'éléphants qu'on trouvait un peu partout dans nos régions et qu'on attribuait avant à des restes de géants, de cyclopes, de dragons et d'autres monstres fabuleux. Il dit « Un éléphant vivait autrefois en Europe, je vais l'appeler l'éléphant primitif, Elephas primigenius ». Mais bien entendu, il ne fait absolument pas le rapport avec la fameuse taupe gigantesque des Sibériens. L'année même où il porte ce diagnostic, 1799, un chef Tungouz, Ossip Choumakov, au cours d'un voyage dans la toundra, se trouve brusquement face à face avec une bête fantastique encastrée dans un bloc de glace. C'est évidemment un mammouth. Or, comme la légende dit qu'il suffit de regarder un mammouth pour tomber mort, Choumakov détale à toute allure. Mais l'ivoire de mammouth se vendait assez cher, alors, par esprit de lucre, d'année en année, il vient rôder dans les mêmes endroits et pour voir si son mammouth est toujours là. Il voudrait bien prendre ses défenses, mais il n'ose pas. Un jour, il s'en approche très près, et quand il revient au village, il tombe malade et il se dit « Je suis maudit, je vais mourir ». Et sur son lit d'agonisant, ou presque, il confie son secret à un trafiquant russe, Boltounov, qui, alléché par l'idée du gain, lui dit « Mais ce sont toutes des histoires, il ne faut pas croire à cela. Allons chercher cet ivoire, nous allons le vendre et on partagera le bénéfice. » Ils partent, ils retirent les défenses des alvéoles et, en plus des défenses, Boltounov rapporte un croquis qu'il a fait du monstre. Malheureusement, celui-ci avait été dévoré en partie par les chiens qui lui avaient mangé la trompe, les oreilles étaient décomposées, avaient disparu. Boltounov, par-dessus le marché, prend les orifices des oreilles pour les orbites et rapporte un croquis tout à fait fantaisiste du mammouth. Ce croquis devait tomber entre les mains de Blumenbach, qui reconnut en lui son Elephas primigenius. Voilà le mammouth enfin identifié. Mais sur son premier squelette ramené à Saint-Pétersbourg, on lui oriente mal les défenses. Et sur sa première reconstitution en peau et en poils véritables, on répète cette erreur. En réalité, ces défenses ne divergent pas vers l'extérieur, elles convergent. Bien longtemps, pourtant, on le représentera avec une orientation saugrenue de ses défenses, mais ce qui est désormais bien établi, c'est que c'est une sorte d'éléphant, pas une taupe, ni une vache, ni un rhino, ni un hippo, ni un phoque, un éléphant. Ceci nous amène en 1901, époque à laquelle l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg entend dire qu'un mammouth en bon état de conservation se trouve dans les glaces des rivages de la Berezovka. Une expédition est envoyée sur place, qui est dirigée, on ne sait trop pourquoi, par un entomologiste, le docteur Otto Hertz, mais il y a heureusement, parmi les membres de l'expédition, un jeune taxidermiste allemand, Fiesenmayer, qui avait toujours rêvé de disséquer un mammouth. Et bien entendu, ses espérances sont comblées, parce que celui-ci est dans un état de conservation absolument parfait. Tout au plus, le bout de la trompe avait été dévoré par les chiens de l'expédition, mais tout le reste était intact. La peau, les poils, les yeux. Il y avait même encore des caillots de sang à l'intérieur de la gorge, et ces caillots ont été analysés, ce qui a permis d'établir que le mammouth est en fait un cousin très rapproché, on peut dire un frère de l'éléphant des Indes, qui est encore très velu d'ailleurs. Fiesenmayer a pu aussi analyser le contenu de l'estomac de l'animal et connaître ainsi son régime alimentaire. On a trouvé dans son estomac de jeunes branches de saule, de bouleau nain, des graminées, de la sauge, du thym, des pommes de pin et même quelques fleurs, des coquelicots alpestres et des renoncules. Et tout cela pose en fait un problème très ardu. Comment se fait-il que cet animal a pu être conservé pendant 10 000 ans, car telle est l'époque qui a été révélée par les tests au radiocarbone, et être encore comestible après tant de millénaires? Et d'autre part, comment se fait-il qu'on ait trouvé dans son estomac, et même dans sa bouche, entre ses dents, des fleurs, des fleurs printanières, des feuilles verdoyantes, alors qu'on l'a trouvé encastré dans un bloc de glace? Comment a-t-il été surpris? Pour répondre, pour percer cette énigme, eh bien, j'ai une idée que vous allez peut-être trouver saugrenue, mais qui est tout de même assez ingénieuse, je crois.
Oh, attends, je suis dessus, là, ça fait rien, non? Là, comme ça, non. Là. 2 tonnes 200? Ma cocotte, tu pèses 2 tonnes 200. Tiens, voilà ton ticket de pesée. Là, viens par ici. On y va. Viens. 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 Oui, monsieur, où allez-vous avec cet éléphant? Eh bien, je voudrais le faire congeler, c'est possible? Oh, tout est possible, bien sûr, mais c'est un peu étonnant. Oui. Écoutez, je viens de le faire peser. Il pèse 2 tonnes 200. Ça prendrait combien de temps pour le faire congeler de manière à ce que sa viande reste très comestible? Mais bien sûr, il faut le passer au tunnel de congélation, à moins de 35. Oui. Dans ces conditions-là, comme pour le bœuf ou d'autres produits, 2 tonnes, une demi-journée. Bon, et pour un éléphant adulte qui pèserait, un mâle adulte qui pèserait le double, 4 tonnes... Ce qui nous représentarait 4 tonnes de viande Oui. environ. Mon Dieu, une journée devrait suffire. Et où peut-on faire ça? Mais à quelques pas d'ici, tout de suite, si vous voulez bien voir, dans notre tunnel. Parfait. Viens. Viens par ici. Et voilà le tunnel. Mais comment ça fonctionne-t-il? Le tunnel de congélation, au-dessus de nous, une batterie réfrigérante, où l'air est refroidi à moins de 35 degrés centigrades. Un ventilateur pulse cet air à 25-30 km/h. Il est refoulé dans les ouïes qui sont derrière nous et rappelé sur le côté gauche. Et voici, je crois que nous avons fait le tour du propriétaire. Il ne vous reste plus qu'à faire abattre votre animal, ou nous l'approcherons par petits morceaux sur cet équipement de rail. Ah non, pas du tout. Je ne tiens pas du tout à faire abattre cette pauvre bête. Je voulais vous demander comment il serait possible de le congeler vivant. Vivant? Oui. Ah, mais là, monsieur, alors c'est un nouveau problème pour moi. Écoutez, comme il ne fait pas très chaud ici dedans, si vous voulez bien, nous allons le reprendre dehors ensemble. Mais c'est vraiment nouveau. Bah, t'en fais pas, Prisca, il plaisante, hein. C'était pour rire. Moi, je connais un endroit bien plus chaud qu'ici. Et c'est pas pour cette fois-ci, viens avec moi, tu seras mieux à la campagne. Mais congeler un animal vivant pose des problèmes qui n'ont pas été, que je sache, abordés jusqu'ici. L'organisme se défend contre la pénétration du froid. Oui, d'ailleurs, chez les animaux arctiques, parfois, certains peuvent tenir le coup à la température de moins de 75 degrés. Il faudrait donc admettre une température inférieure, de l'ordre peut-être de moins 100. Ah oui? Ce que nous ne pouvons pas obtenir dans un établissement même comme le nôtre, où à moins de 35, un animal de 2 tonnes de sang, il nous faudrait compter au moins 3 jours, sinon 3 jours et demi pour obtenir sa congélation. Ben, vous ne pensez tout de même pas congeler votre éléphant? Non, écoutez, je cherche des données strictement théoriques. Ah bon, j'aime mieux ça, je vous dirais. Je plaignais la pauvre bête. Voyez-vous, je suis zoologiste et ce qui m'intrigue, c'est le problème des mammouths sibériens qu'on a Oui. retrouvés congelés après 10 000 ans et dont la chair était encore comestible. Qu'elle soit comestible, ceci ne présente pas un problème inexplicable, puisque l'on peut conserver durant de très nombreuses années des viandes stockées à moins 14 ou moins 16 degrés. Par contre, c'est le problème alors de sa congélation à l'origine qui présente des difficultés que je ne cacherai pas, qui semblent dépasser largement le cadre des possibilités techniques actuelles. Oui, voyez-vous, le mammouth était un animal qui était bien préservé contre le froid. Oui. Il avait une plante de poils. D'ailleurs, l'éléphant d'Asie que je vous ai amené et son cousin, vous avez vu qu'il avait déjà Oui, j'ai remarqué. pas mal de poils J'ai remarqué. autour des oreilles, sur la tête. Et comment peut-on expliquer qu'on a trouvé certains de ces mammouths debout et avec encore dans la bouche les herbes, les renoncules qu'ils mâchaient? Donc des plantes de printemps ou d'été. Et immédiatement après, ils ont dû être congelés. Mais seul un refroidissement pratiquement instantané très rapide, à des températures peut-être de l'ordre de moins 100 degrés, peut expliquer ce phénomène. Mais météorologiquement... Il est difficilement explicable. Techniquement, nous ne voyons pas non plus ce qui a pu se produire. Alors, Voici donc déjà quelques questions vaguement éclaircies en ce qui concerne le problème des mammouths congelés. Mais la question que les gens se posent souvent dans le grand public est celle-ci. Si les bactéries qui infestaient ces mammouths ont pu ressusciter en quelque sorte après 10 000 ans de congélation, pourquoi les mammouths eux-mêmes
ne pourrait-il pas ressusciter, ce qui expliquerait évidemment ces relations des trappeurs sibériens qui prétendent en avoir vu. Je dois le dire tout de suite, c'est une question qui est vraiment très bizarre et saugrenue pour un zoologiste, mais il y a de grandes découvertes scientifiques qui ont été faites en réponse à des questions précisément bizarres et saugrenues. Alors, nous allons nous la poser. Ce qui est tout de suite choquant pour un zoologiste, c'est que un mammouth est un animal, un mammifère, donc un animal à sang chaud, plutôt à régulation thermique, et qu'on l'imagine très malaisément congelé complètement. Il n'est même pas un mammifère hibernant, il en existe quelques-uns comme les marmottes, les loirs, les chauves-souris, et dans le groupe des ongulés auquel appartient le mammouth, il n'y en a pas du tout. Alors, j'ai voulu poser la question à un grand spécialiste des techniques d'hibernation, c'est le docteur Henri Laborie, qui est chef de la section des recherches de physiologie et d'hydrobiologie de la marine. Que pensez-vous des possibilités de résurrection d'un mammouth congelé depuis 10 000 ans? Je pense qu'il y a une très grosse différence entre les bactéries et les mammouths, puisque vous m'avez dit vous-même que les mammouths étaient des êtres déjà très évolués, des mammifères homéothermes, c'est-à-dire, définissons tout de suite le terme d'homéotherme. Oui. C'est-à-dire des animaux qui sont capables de maintenir leur température centrale de façon constante, malgré les variations de température du milieu et dans des très larges limites. Donc des êtres qui sont déjà très évolués, et on ne peut pas faire de rapport entre la structure déjà très complexe, mais terriblement simple par rapport à celle du mammouth, d'une bactérie. Il semble donc que, à moins qu'il y ait eu un cataclysme extrêmement brutal, une congélation, une prise en glace, bloquant brusquement dans leur état dynamique les structures physico-chimiques du mammouth, de très grandes difficultés à concevoir qu'il puisse être ressuscité après 10 000 ans. Et je pense qu'il faudrait esquisser ici tous les états existants entre des organismes relativement simples comme la bactérie et un organisme extraordinairement complexe comme un mammifère, en l'occurrence le mammouth. Oui, mais alors c'est plutôt vous qui pourriez le faire, ça, parce que vous êtes vraiment, c'est votre partie, la zoologie. Mais enfin, pour un physiologiste qui le conçoit d'une façon relativement simple, c'est que, au fond, il n'y a pas eu de différence essentielle jusqu'à l'apparition de l'homéothermie. Et entre la bactérie, qui est une structure déjà très complexe, mais relativement simple par rapport à toutes les structures qui les ont suivies, il n'y a qu'une différence de degré dans la complexité, le nombre des cellules réunies ensemble, jusqu'à l'apparition de l'homéothermie, qui était vraiment, je crois, le grand phénomène qui est apparu dans la nature, c'est-à-dire le maintien d'une température centrale constante, quel que soit l'environnement, la température de l'environnement. À travers toute l'échelle des êtres vivants, on passe en fait graduellement des organismes inférieurs qui s'enquistent, comme les spores végétales ou certains vers, les œufs de certains invertébrés, à des formes plus complexes, comme les poissons, les batraciens, qui peuvent rester dans la glace pendant des mois, notamment les poissons de l'Antarctique, ou les batraciens, comme au laboratoire ici. On peut montrer d'ailleurs, on peut montrer aux téléspectateurs une expérience bien simple à réaliser, qui est celle de mettre des grenouilles dans un bocal dans lequel on glace l'eau, et vous allez voir ces grenouilles qui, lorsqu'on renverse le bocal, ne tombent pas, puisqu'elles sont prises en glace, mais lorsqu'on fait fondre l'eau, eh bien, elles reprennent une vie normale, donc très proche de nous. Dans la nature actuellement existante, il existe des animaux qui sont capables de subir des températures extrêmement basses sans en supporter des conséquences graves. Oui, là nous sommes toujours chez des animaux dits à sang froid, mais plus exactement poikilothermes, donc qui ont toujours la température du milieu ambiant. Mais comme vous le dites très bien, c'est quand on arrive chez les oiseaux et les mammifères qui ont une température plus ou moins constante que le problème devient grave, parce qu'eux luttent spontanément contre tout essai de refroidissement de leur organisme. Et ils en meurent. Et ils en meurent. Donc il est impossible, normalement, de refroidir un homéotherme. Ou alors, il y a des animaux qui sont aussi assez proches de nous, qui sont des mammifères, qui sont pendant toute une période de l'année des homéothermes, et puis qui, au moment où la température les gêne, est un peu froide, ils trouvent que ça ne convient pas à leur vie normale dans l'environnement,
se subissent le milieu et entrent en hypothermie. Ce sont les hibernants. En fait, on insulte quelquefois les élèves paresseux en les traitant de marmottes, et ici, en quelque sorte, vous les montrez en exemple. Oui, en ce sens que, par contre, quand le milieu devient très agressif, cette attitude que nous avons adoptée, les homéothermes, eh bien, est préjudiciable parce que si vraiment nous ne pouvons pas, si nous nous épuisons dans une lutte stérile contre l'environnement, eh bien, nous en mourrons. Alors que la marmotte, elle, subit, ou même le poikilotherme tel que la grenouille, passe 6 mois dans la vase à des températures inférieures à 0 degré, et puis quand le printemps revient, il sort de sa vase et nous l'entendons croasser dans les étangs. Et que vous ont appris alors les marmottes, les loirs, les chauves-souris, etc.? Eh bien, ces animaux ont une physiologie très complexe, je ne veux pas entrer dans le détail, mais il y a un fait en tout cas qu'on connaît bien, c'est que pendant la préparation à leur hibernation, pendant les mois d'été, ils accumulent des graisses, et que ce sont ces graisses qu'ils utilisent pendant leur hypothermie. Ils ont ce qu'on appelle un métabolisme lipidique prédominant. Alors, sans rentrer dans les détails, nous avons synthétisé un corps qui est un corps gras, qui est une graisse très simple, un corps en C4, 4 atomes de carbone, et qui, lorsqu'il est injecté en quantité importante et rapidement, provoque un sommeil. C'est à cela, bien entendu, que la science doit viser, mais quand ce problème sera résolu, cela va ouvrir des vues d'avenir extraordinaires. Eh bien, sans dire que nous l'avons résolu, il est un fait, c'est que, actuellement, grâce à ce corps gras, nous pouvons, et vous allez le voir, avoir des animaux homéothermes, mais difficilement hypothermisables, parce que fragiles, comme le lapin, nous l'avons même fait chez le chien, à des températures de 20 degrés, et y restant stable, d'une façon stable pendant plusieurs jours. Nous avons pu même maintenir cet état pendant 4 jours. Les animaux sont dans cet état déjà depuis plus de 24 heures, et vous verrez qu'ils sont vigiles, c'est-à-dire que leur électroencéphalogramme est celui d'un animal éveillé, et leur comportement est celui d'un animal qui est encore conscient. Ils se défendent quand on les pince, ils retirent leurs pattes, et vous allez voir qu'ils sont animés de mouvements, qu'ils sont capables de se tenir, et pourtant leur température depuis plus de 24 heures est entre 17 et 22 degrés. Donc je crois que là, il y a un progrès important parce que nous touchons la réalisation d'une hypothermie presque physiologique, se rapprochant considérablement, je crois, de ce que peut faire l'animal hibernant. Mais précisément, la réussite de ces expériences ouvre en fait des horizons tout à fait nouveaux pour l'astronautique. Oui, nous entrons presque dans la science-fiction, mais la science actuelle, c'est déjà de la science-fiction, mais qui se réalise. Et il faut bien reconnaître que les anglo-saxons, les américains récemment, ont fait un symposium, ont réuni des gens très sérieux, et qui ont discuté de la possibilité de réaliser des hibernations artificielles chez l'homme pour permettre les voyages interplanétaires. Les travaux sont évidemment extrêmement longs, puisque vous voyez, il nous a fallu 10 ans pour passer de l'hypothermie avec un sommeil anesthésique, dirons-nous, à une hypothermie plus physiologique, sans sommeil et sans défense cependant. Alors, il est évident que je ne pense pas que le sang encore soit très proche, où l'homme pourra, entre 10 ou 5 ou 10 degrés, se promener entre les astres, les planètes, et se réchauffer au moment où il le désirera, et pour retrouver ses combustions normales et se défendre contre le milieu auquel, sur la Lune ou ailleurs, il aura à se défendre. Mais de toute façon, ce sont des problèmes qui doivent être envisagés dès maintenant, parce que ce n'est pas dans quelques années qu'il faudra s'en préoccuper. C'est dès maintenant, c'est notre travail d'aujourd'hui d'essayer de résoudre ça, en sachant que ce sera encore sans doute dans de nombreuses années qu'on pourra le faire. Eh bien, je crois que nous avons en quelque sorte bouclé la boucle. Partie de la préhistoire, nous parvenons maintenant dans l'avenir. Et nous savons que si le mammouth n'a pas pu, en hibernant, faire son long voyage dans le temps, l'homme de demain, lui, pourra peut-être voyager dans les espaces également en hibernant. En somme, tout mammouth mort congelé ne ressuscitera jamais. Le petit lapin, lui, est bien sorti de son hibernation artificielle, car il n'avait tout de même pas été congelé comme un mammouth. Il a pu retourner tout guilleret dans sa garenne.
Et les astronautes s'apprêtent à conquérir d'autres mondes en s'inspirant de l'exemple du petit lapin. Le mammouth, le petit lapin et les astronautes, cela ressemble à une fable, mais on peut douter qu'elle ait une morale.